Grand Teacher relate les histoires de la finance. Et bonjour, il est temps pour moi de vous raconter l'histoire de Jordan Belfort, alias le vrai loup de Wall Street, qui a inspiré le cinéma américain à en faire un film avec Leonardo DiCaprio. Découvrons ensemble comment il est parvenu à atteindre les sommets de Wall Street avant de chuter. Cette histoire est réalisée par l'équipe Grand Teacher. Personne ne raccroche le téléphone avant que le client n'achète ou ne meure. L'une des citations les plus célèbres de Jordan Belfort, un multimillionnaire qui a inspiré beaucoup d'entre nous à avoir le même résultat final. Je parle bien sûr des yachts, des sorties entre amis ou encore de voyages où palper l'argent à en faire d'autres bonnes affaires. Juste ça et pas plus. Oui, parce que Belfort n'était pas que ça. Il est temps pour moi de vous dire qui il était réellement. En 1962, Jordan Belfort est né dans une famille de la classe moyenne à New York. Ses parents étaient tous deux comptables. En raison de l'influence de sa famille, Belfort devient très tôt sensible à l'argent. Il était aussi un garçon qui avait un faible sentiment de sécurité et il voyait souvent ses parents comme têtus et autoritaires. À l'adolescence, Belfort était plus petit que ses camarades et n'était pas très beau, ce qui faisait de lui la cible des moqueries de ses camarades de classe. Cela le frustrait et diminuait l'estime qu'il avait envers lui-même. Le fait d'être rejeté et moqué a laissé une cicatrice dans son cœur, qui a fortement influencé la formation de ses valeurs. Pour lui, toutes ces choses malheureuses sont arrivées parce qu'il avait peu d'argent. Alors il s'est mis en tête qu'il allait devenir riche. L'adulte Belfort se qualifierait lui-même d'homme d'affaires né. Pour lui, gagner de l'argent est un jeu d'enfant et il pense qu'il peut trouver des opportunités d'affaires partout, pour peu qu'il les cherche. Belfort a sans aucun doute fait preuve de talent en affaires dès son plus jeune âge. Alors qu'il n'était qu'un petit garçon, il emportait déjà sa pelle avec lui après une tempête de neige et il frappait aux portes du quartier pour demander s'ils avaient besoin de quelqu'un pour déneiger. En échange de ses services, il recevait 20 $. Avec un tel sens des affaires, Belfort a vendu de la glace italienne sur la plage locale chaque été pendant plusieurs années, gagnant assez d'argent pour payer ses études pendant les mois d'hiver. Alors après l'obtention de son diplôme universitaire, sans objectif de carrière précis, Belfort a d'abord suivi le conseil de sa mère et a été admis à l'école de dentisterie de l'université du Maryland à Baltimore. Toutefois, le discours du doyen lors de la cérémonie d'accueil a refroidi ses attentes. L'âge d'or de la dentisterie est terminé. Et si vous devenez dentiste pour gagner beaucoup d'argent, vous devriez arrêter maintenant et vous épargner du temps et des ennuis. Belfort a donc immédiatement pris une décision. Il a abandonné l'école dès le premier jour puisque ce n'était pas le bon endroit pour gagner de l'argent. Pourquoi ne pas s'en aller le plus vite possible? Alors juste après avoir quitté l'école de dentisterie le premier jour, Belfort est rentré chez lui pour faire ce qu'il savait faire de mieux, vendre. Il a commencé par vendre des homards et des steaks congelés en porte-à-porte, devenant rapidement le meilleur vendeur de son entreprise grâce à ses compétences naturelles. Mais Belfort avait des ambitions bien plus grandes. Il a fondé sa propre entreprise de vente de produits surgelés et construit une flotte de camions. Cependant, en voulant grandir trop vite, il a manqué de liquidité et a dû déposer le bilan à l'âge de 25 ans. Après cet échec, Belfort s'est tourné vers Wall Street, attiré par les promesses de richesse et de succès dans les marchés financiers américains. American Dream. Avec l'aide d'un ami, Belfort est devenu courtier en bourse. Comme il n'avait pas de formation universitaire ni d'expérience professionnelle dans le monde de la finance, Belfort s'est vu confier le poste le plus bas de l'entreprise, c'est-à-dire faire des appels de vente. Il était compréhensif à l'égard des insultes injustifiées et des attaques personnelles de son aîné et les acceptait volontiers. Il montrait un grand intérêt et un grand désir car tous les jurons qui lui arrivaient aux oreilles alimentaient son désir d'être libéré par l'argent. Lorsque la cloche de fermeture du marché sonnait, tout le monde levait les yeux vers le grand écran de trading. C'est alors qu'il se rappelait que peu importe ce qu'il était en train de faire, un autre jour dans l'utopie était terminé.
Belfort a obtenu sa licence de courtier en bourse après 6 mois de dur labeur. Mais il a été malchanceux. Le premier jour où il est devenu courtier en bourse alors qu'il réfléchissait encore à la différence entre la vente de steak et la vente d'actions, quelque chose s'est produit. À 16 h, le 19 octobre 1987, l'alarme se déclenche soudainement. Un krach boursier brutal, grave et largement inattendu a frappé le système mondial des marchés financiers. Aux États-Unis, l'indice Dow Jones a chuté de 508 points, soit la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le krach de Wall Street de 1929. Ce jour tristement célèbre de 1987 est resté dans les mémoires comme le lundi noir. Après l'effondrement de la société où il travaillait juste après le lundi noir, Belfort ne s'est pas laissé abattre et a continué à poursuivre son rêve de richesse. Il a trouvé un emploi dans une maison de courtage spécialisée dans les penny stocks, des actions à bas prix et à haut risque, souvent évitées par les investisseurs avertis. Voyant une opportunité, Belfort a ciblé les personnes à faible revenu, vendant ses actions risquées malgré la réputation de junk stocks. Bien que la vente de ces actions à des personnes vulnérables soit illégale, la commission de 50% était trop tentante pour qu'il y résiste. Belfort a fait son premier appel téléphonique frauduleux et a gagné $2000 en quelques minutes, ce qui l'a encouragé à continuer. Il a rapidement accumulé une fortune en convainquant des gens ordinaires d'investir dans ses actions peu fiables, les trempant avec des promesses de gains rapides. Il a inspiré ses collègues à rêver grand et à maximiser les profits de l'entreprise, croyant fermement qu'il fallait tout donner pour devenir riche. Les agents de change, tout en prétendant aider leurs clients à réaliser le rêve américain, se concentraient surtout sur leur propre vente, souvent au détriment des intérêts des clients. Belfort, captivé par l'effervescence de la salle des marchés, excellait à vendre des illusions de richesse instantanées à ceux qui en rêvaient. C'était le début de son ascension fulgurante dans le monde de la finance. Le premier mois, Jordan Belfort se met $38 000 dans la poche et le suivant $78 000. La première année, il empoche $500 000 et comme il avait fait quand il vendait des surgelés, il va voir un de ses collègues, Danny Poroch, pour lui proposer de créer leur propre boîte. Les deux hommes créent alors une société appelée Stratton Oakmont, un nom qui sonne très sérieux alors que les deux hommes ne le sont vraiment pas. Comme Investor Center, Stratton Oakmont veut vendre des actions de petites entreprises. Mais Jordan Belfort veut passer à la vitesse supérieure. Il ne se contentera pas de vendre à de petits investisseurs, il veut vendre à des gros, à des riches, en leur promettant toujours plus. Leur vendre des boîtes dont personne n'a jamais entendu parler. À l'époque, au début des années 90, il n'y a pas Internet. Difficile de vérifier que cette petite entreprise, dont le trader au bout du fil, est vraiment en plein boom. C'est presque impossible. Vous êtes obligé de croire le trader et si ce dernier a du bagou, vous vous faites embobiner. Et les traders de Jordan et de son copain Danny ont du bagou. Les deux hommes se gardent bien d'embaucher des traders professionnels. Ils embauchent des copains, des héros de la finance et c'est Jordan qui leur apprend le métier, avec des listes de toutes les questions que les clients peuvent poser et comment y répondre. Et ça cartonne. Un an plus tard, Stratton déménage pour des bureaux beaucoup plus grands. Jordan et son ami emploient plus de 1000 personnes, des gamins d'à peine 20 ans sortis du lycée. Belfort les appelle les Strattoniens. Aucun d'entre eux n'a fait d'école de finance. Bien sûr, pas besoin, il n'y a qu'à appliquer la méthode du chef. Tous les matins, Jordan grimpe sur une petite estrade au milieu de la salle des marchés et harangue ses troupes. Qui boivent ses mots, c'est un gourou. Nous sommes au début des années 90 et évidemment, tout ce petit monde ne carbure pas aux fraises d'Agada et au soda. Chez Stratton Oakmont, tout le monde a le nez dans la poudre. Certains se font des rails de coke devant leur ordinateur ou gobent des cachets de Mandrax. La drogue à la mode, si vous ne connaissez pas, à cette époque. Les dealers ne se cachent même plus. Ils viennent livrer directement dans les bureaux et les traders sont perchés du matin au soir. Dans ses mémoires, Jordan Belfort écrit « Quand je suis arrivé à Wall Street, je ne connaissais rien aux drogues. Je n'en prenais jamais. Mais au bout de quelques temps, ça me paraissait complètement normal. C'est comme devant une baignoire d'eau chaude. Au début, on trempe un doigt dedans et on le retire tout de suite parce que c'est trop chaud. Et 5 minutes plus tard, on est complètement dedans et on ne sent plus rien. » Chez Stratton Oakmont, on se drogue et on s'envoie en l'air dans tous les coins. Le mardi, Belfort fait même venir des prostituées. Il met en concurrence les traders. Celui qui vend le plus d'actions gagne la fille.
L'ambiance est tellement débauchée que Jordan Belfort doit rédiger une circulaire qui interdit aux employés de faire l'amour dans les bureaux entre 8h du matin et 19h. De toute façon, il reste les fêtes. Belfort saisit la moindre occasion pour organiser des fêtes titanesques, des orgies pour ses employés. Jordan se déplace désormais en hélicoptère et il vient de s'acheter un yacht de 50 mètres. Elle est pas belle la vie. Qu'il a baptisé du nom de sa femme Nadine, un top modèle britannique. Il est riche, il veut que ça se sache. Mais comment fait-il pour gagner autant d'argent? Et il y a une embrouille. Jordan Belfort pratique une technique qui s'appelle Pump and Dump. Et oui, c'est un petit jeu qui est absolument interdit par le gendarme de la bourse américaine. En premier lieu, il s'agit de gonfler artificiellement la valeur d'une société. Juste avant, à travers des sociétés écrans tenues par des amis, Belfort achète des actions de cette entreprise, par exemple un créateur de chaussures, jusqu'à posséder directement un tiers ou la moitié de l'entreprise. Or, le fait que toutes ces actions soient en vente n'est pas un signe que la boîte est en très bonne forme. Là-dessus, ces traders entrent en action. Ils appellent leurs clients et promettent un gros coup sans risque. Belfort appelle ça « mettre du rouge à lèvres sur le cochon ». Les clients achètent des actions par centaines de milliers et l'effet est immédiat. Beaucoup d'acheteurs pour peu d'actions, le cours de l'action flambe. L'action que Belfort a acheté 5 $ en vaut 10, puis 15, puis 20 $. Une fois que le titre est artificiellement gonflé, il donne l'ordre à ses traders de vendre toutes ses actions à lui et il empoche 2 fois, 3 fois, 4 fois la mise de départ. En revanche, ses clients perdent tous. Inversion de la vapeur, beaucoup d'offres, peu d'acheteurs, la valeur de l'action s'effondre et les personnes qui avaient placé toutes leurs économies dans le rêve mirifique sont ruinées alors que Belfort est plein aux as. Et quand c'est fini, il recommence. Mais à force de jouer à ce petit jeu, il finit par se faire pincer. Eh ben oui, à partir de 1992, Jordan Belfort a le gendarme de la bourse sur le dos. 2 agents de la SEC, la commission de sécurité des échanges de la bourse, s'installe chez lui, dans un bureau de Strasston, Oakmont, et réclame toutes les pièces relatives à l'activité de la compagnie. Et pendant 2 ans, il épluche les comptes. Belfort, jamais avare de provocation, va jusqu'à leur couper le chauffage dans le bureau. Ils espèrent les décourager. Évidemment, ils ont trouvé quelque chose, des preuves concrètes de ces malversations. Alors il le convoque et lui présente l'addition, une amende de 2 millions de $ et surtout le retrait de sa licence de trader. Ben oui Jordan, il fallait s'en douter. Le FBI va s'en mêler. Alors Jordan Belfort sent que le vent est en train de tourner. Il décide alors d'aller planquer sa fortune hors des États-Unis, en Suisse. C'est un épisode rocambolesque de cette histoire. Parce qu'il ne fait pas un virement de sa fortune sur un compte suisse, il le fait transporter en liquide dans des valises à double fond. Par qui? Par des passeurs. Il a même une idée géniale, il leur scotche les liasses directement sur le corps, sur le torse et sur les cuisses. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'en plus du gendarme de la bourse, il a le FBI sur le dos. Et que les banques suisses, à la fin des années 90, ne sont plus les grandes muettes qu'elles étaient. La Suisse balance la liste de ses comptes au FBI. C'est fini pour Jordan Belfort. D'ailleurs, il a compris. Quand il est arrêté, il plaide coupable dès le premier interrogatoire pour l'ensemble de son œuvre, c'est-à-dire les fraudes commises par Stratton Oakmont et l'évasion fiscale en Suisse. En principe, il va prendre cher, des années et des années de prison. On en parle d'au moins 20 ans, sauf s'il collabore. Et il n'hésite pas longtemps et les balance tous. Il est condamné à 4 ans de prison seulement et n'en fera qu'un peu plus de 2. Bien sûr, tous ses biens sont saisis, ses propriétés, son yacht, son hélicoptère, jusqu'au dernier dollar sur ses comptes en banque. Il doit aussi rembourser tous les gens qu'il a arnaqués pour un montant total de 110 millions de $. Et pour l'y obliger, le juge a une idée. Voilà, la fin de l'histoire de Jordan Belfort.